Bonsoir à tous, merci de nous retrouver ce soir dans Question d'actu. 90 minutes d'actualité décortiquées avec nos invités et nos consultants. Ce soir, il sera question de transport aérien et maritime et pas que, juste pour notre premier plateau. Deux gros dossiers traités lors du dernier Conseil des ministres. Le président Abdelmadjid Tebboune a donné une nouvelle fois des directives au sujet de la compagnie aérienne nationale Air Algérie qui devra adopter un plan de restructuration, un nouveau mode de fonctionnement pour se conformer aux normes internationales. La gestion du transport maritime est mise sous la loupe également. Le président de la République a ordonné d'engager immédiatement une enquête pour demander des comptes aux responsables de la détérioration de ce secteur stratégique à tous les niveaux et des responsabilités. Le chef de l'État a par la même occasion exigé de revoir radicalement la structuration et la politique du transport maritime de marchandises en vue de sa réhabilitation et soumettre le projet de la nouvelle stratégie de gestion dans un délai d'1 mois. Le deuxième thème portera sur l'agriculture. Le gouvernement va plafonner les prix des viandes blanches. Ce plafonnement des prix devrait aider, selon le ministre, à préserver le pouvoir d'achat des citoyens. La décision est prise et son application serait imminente. D'autres mesures seront prises aux fins de stabiliser les prix des œufs et des viandes rouges. Nous en parlerons dans notre second plateau. Et on terminera avec la réunion du gouvernement tenue aujourd'hui à Tissemsilt. Cette réunion, la seconde en dehors du palais du gouvernement, sera consacrée à l'examen de la feuille de route relative à la mise en œuvre du programme complémentaire de développement de la wilaya de Tissemsilt. Tout sera débattu avec nos invités et nos experts sur le plateau. Mais d'abord, donc, cette première partie sera réservée au transport aérien et maritime. Et nous accueillons sur ce plateau, pour commencer, Monsieur Rabih Hamidou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de la filiale Fret d'Air Algérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous avons également avec nous Monsieur Chakib Belaili, bonsoir. Vous êtes bonsoir. Expert en aviation civile et ancien PDG d'Air Algérie. Merci d'être ce soir avec nous. Bonsoir. Nous avons aussi Mohamed Achil, notre consultant économique dans les questions économiques. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Et par Skype, Monsieur Abdallah Seriaï, bonsoir. Vous êtes président de la Fédération patronale des transports et de la logistique. Merci d'être avec nous, Monsieur Seriaï. Bonsoir, merci à vous. Merci. Avant d'ouvrir le débat, je vous propose de revenir sur les dernières mesures annoncées par le Conseil des ministres concernant les deux secteurs dont je vous ai parlé, le transport maritime et aérien, avec Malika Belel. Considéré comme le cœur palpitant de l'activité commerciale en Algérie, le transport maritime et aérien de marchandises est appelé aujourd'hui à se moderniser davantage. Et afin de revoir la politique et la stratégie de la flotte nationale de transport maritime et aérien de marchandises, une feuille de route a été mise en place. Désormais, les deux sociétés CNAN Med et CNAN Nord, spécialisées dans le transport maritime, sont appelées à fusionner afin de créer une seule société et de revoir radicalement la structuration et la politique du transport maritime de marchandises en vue de sa réhabilitation. Le président de la République a d'ailleurs ordonné lors du dernier Conseil des ministres d'œuvrer par tous les moyens à la régularisation technique des navires algériens dans les ports internationaux et d'ouvrir la voie aux expertises algériennes spécialisées dans le maritime, notamment les jeunes compétences, en vue de créer des entreprises spécialisées dans la réparation des navires. Durant cette année, nous avons enregistré une amélioration au niveau du transport de marchandises. Les 8 premiers mois de l'année 2022, il y avait une augmentation de 25% par rapport à 24,5% l'année précédente. Par ailleurs, l'opération d'acquisition d'avions dans les plus brefs délais est désormais une nécessité afin de développer la flotte aérienne algérienne. Un programme de réforme est mis en place par l'administration générale de la compagnie aérienne nationale Air Algérie portant acquisition de nouveaux avions. Quelques anciens appareils destinés auparavant pour le transport de civils seront utilisés après l'acquisition de nouveaux avions pour le transport de marchandises. L'opération d'exportation va ainsi toucher d'autres marchés internationaux, notamment ceux de l'Asie, les pays du Golfe et les marchés américains. Interrompu depuis mars 2020 en raison de la pandémie du Covid-19, le transport maritime et aérien reprend de plus belle, tout comme le transport des voyageurs, dont les vols seront intensifiés, notamment ceux de la Umrah et les vols à caractère touristique entre Paris et Janet. Voilà, donc le transport aérien maritime, deux secteurs stratégiques. Et pourtant, loin de répondre aux exigences internationales et en compétitivité, un vrai manque à gagner pour notre pays, M. Achir. Effectivement, le secteur de transport, que ce soit transport aérien ou transport maritime,
représente actuellement un enjeu majeur pour l'économie algérienne, une économie qui se diversifie davantage et qui cherche également à pénétrer des marchés à l'international. Pour cette raison, donc, il faut un outil national susceptible justement d'aider nos opérateurs à pénétrer les marchés internationaux avec des coûts compétitifs. Parce qu'aujourd'hui, nous dépendons carrément des armateurs étrangers, notamment pour le transport maritime, avec environ 95% qui est assuré par des armateurs étrangers, alors que la compagnie nationale assure donc 5%. Et là, lorsqu'on est dépendant des armateurs étrangers ou bien des opérateurs étrangers, donc là, on ne peut pas réellement optimiser ou même essayer de mutualiser un certain nombre d'opérations, que ce soit à l'importation ou à l'exportation. Donc cela veut dire qu'un manque à gagner énorme en termes d'abord du coût, parce que lorsqu'on a une flotte nationale, par exemple, que ce soit aérienne ou maritime, donc ça nous permet quand même de tracer des politiques intégrées qui vont bien entendu favoriser, bien sûr, dans un cadre toujours commercial, favoriser les opérateurs nationaux. Mais actuellement, le coût est énorme, c'est en milliards de dollars et c'est en devises. Donc l'Algérie, bien sûr, elle a entamé un programme même de rationalisation des importations. Et lorsqu'on regarde la balance des opérations en service, donc on retrouve toujours le coût du transport est très important et c'est la devise. C'est un manque à gagner pour les réserves de change du pays. Donc si on arrive à construire quand même une flotte nationale, que ce soit aérienne pour le cargo ou bien pour le maritime, et gagner des parts de marché importantes dans ce cadre-là, donc ça va revenir en termes d'abord. On va économiser en quelque sorte les réserves d'échange, mais aussi ça va donner quand même toute une économie, parce qu'il y a un effet d'entraînement qui va se créer en termes de création d'emplois, en termes aussi de développement d'autres services qui sont annexes à l'activité de transport, parce qu'il y a toute une logistique autour de transport maritime ou de transport aérien. Donc on a compris aujourd'hui l'importance de miser sur ces deux secteurs stratégiques. Alors souvent quand on parle d'Air Algérie, on pense au transport des voyageurs, on ne pense pas au fret, alors qu'aujourd'hui il y a une filiale, la deuxième filiale d'Air Algérie, qui est méconnu du grand public et qui lui permet d'amortir un peu les pertes. C'est ce qui s'est passé pendant la pandémie de la Covid-19. Alors en 2021, le trafic cargo mondial a enregistré la deuxième plus forte croissance de son histoire, 18,7%. C'est devenu même la principale source de profit, ce qui n'est pas pour notre cas, même si on a enregistré une croissance. Parlez-nous un peu de cette filiale. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un plan de développement qui la concerne ? Merci madame. Donc pour l'activité fret au sein de la compagnie Air Algérie, elle a toujours existé. En 2016, elle a été décidé de créer une filiale justement pour le développement de cette activité et le rayonnement international de cette activité, pareillement à l'activité passager. Vous avez raison quand vous dites c'est méconnu par le public. Et en fait, le fret, M. Blayle est là, il était ancien PDG d'Air Algérie, il le connaît. Le fret, il connaît ce point. Le fret, il a été toujours une source marginale de recettes par la nature de l'activité elle-même. Maintenant, effectivement, la pandémie, en fait, elle a été un double tranchant, une crise à double tranchant. C'était pas bien pour l'activité passage. On a assisté à l'ensemble de la flotte d'Air Algérie qui était un petit peu clouée au sol. Il n'y avait que l'activité fret. Et là, ça a été la joie de la filiale, bien qu'elle avait à peine 2 ans et demi, 3 ans de sa création. Vous savez, après la création, il y a toujours l'implémentation de la filiale, donc il y a des problèmes administratifs à gérer. Malheureusement, quand on a commencé à voir pour l'avenir, il y avait le Covid pour la compagnie. Pourquoi je dis double tranchant ? Parce qu'effectivement, nous avions cargo, nous avions deux avions cargo à l'époque. Il y avait un ancien avion et un Boeing 737-800 moyen porteur et un moyen courrier aussi. Mais nous avions aussi d'autres avions qui étaient
convertible, utilisé sous forme sur la version passager. Oui. C'est-à-dire qu'au total, vous utilisiez combien d'avions pendant la période de la pandémie? Dans la période Covid, on a atteint l'utilisation de 5 avions. 5 avions cargo. Mais maintenant, avec la reprise des vols passagers, évidemment, vous savez très bien... Ça a diminué, j'imagine. Il vous reste 2 avions? C'est une question de gestion de priorité parce qu'il y avait une pression sur l'activité passage après le retour. Donc, ça a freiné un petit peu la filiale fret, j'imagine. Juste, elle vient d'être... Enfin, cette année, ils nous ont... Mais il y a un programme de... Vous parliez tout à l'heure dans le sujet de 25%, d'une croissance de 25% sur combien? C'est-à-dire l'équivalent en termes de chiffres, ça donne quoi? J'ai parlé d'un semestre. D'un semestre. Il y a une croissance? Je parle de 25% par rapport au chiffre d'un semestre. En termes de part de marché, ça donne quoi? Notre part de marché est actuellement entre exactement 56% à 60%. C'est-à-dire le chiffre du fret aérien en Algérie, il tourne autour de 34 000 à peu près. 34 000. L'Algérie assure à peu près le traitement de à peu près 20 000 tonnes par année. Mais ça reste très loin de deux choses. La première, ça reste très loin de l'activité du maritime, parce que la réalité est là. Le disait, monsieur Haché, 95% du commerce est assuré par le maritime. Par le maritime, donc il y a 5% pour le fret aérien. 5% pour le fret aérien, c'est rien du tout. Aujourd'hui, pourquoi ce retard occasionné au niveau du fret cargo, alors qu'il pourrait apporter beaucoup, puisque je pense que le fret aérien peut opérer dans le transport des marchandises périssables, dans certaines où il est nécessaire, je veux dire. Il peut trouver sa place dans le marché international. Non, je veux dire que 5% par rapport au trafic maritime, il n'y a pas de problème dans le chiffre de 5% par rapport au trafic maritime parce que c'est la nature de l'activité. Le maritime, il est beaucoup moins cher, il est 10 fois moins cher que l'aérien. L'aérien, c'est très cher, il est très réglementé. La nature du fret aérien, elle englobe le périssable, elle englobe l'urgent, le fragile, le valeureux. Donc le reste, c'est 95%, il n'y a pas d'anomalie dans ce chiffre. C'est généralement dans le médical. Mais peut-être la faiblesse. La faiblesse, c'est pas le 5% par rapport à maritime, mais la faiblesse, c'est par rapport au potentiel que l'Algérie peut receler. Absolument, on va arriver à un potentiel, bien sûr, on va en arriver. On va parler avec M. Bleli justement sur ce manque à gagner que nous avons dans la filière du fret cargo aujourd'hui. Bon, effectivement, au cours de la pandémie, récente pandémie, il y a eu un intérêt nouveau pour le fret aérien. Les chiffres qui viennent d'être donnés concernant Air Algérie sont significatifs, mais il y a eu des compagnies qui ont encore beaucoup plus profité de cette aubaine. Je prends Ethiopian Airlines, qui a converti 22 avions qui étaient avions passagers, qui les a convertis en avions cargo, et qui a utilisé 24 autres avions passagers qui étaient restés en version passager. Donc, a fait un bénéfice énorme pendant cette période qui a couvert le déficit qu'elle avait occasionné sur les vols passagers. Oui. Maintenant, il y a aussi des compagnies maritimes qui viennent de s'allier avec des compagnies aériennes. Je prends le cas d'Air France. Donc, c'est allié avec la compagnie maritime pour justement développer faire la combinaison entre le fret aérien et le fret maritime. Donc ça, et je pense qu'en Algérie aussi, on pourrait, du fait qu'il y a un déficit peut-être de capacité ou peut-être de gestion dans le fret maritime, le fret aérien pourrait aussi prendre le combler. Et peut-être, pourquoi pas, plus tard, une alliance entre le fret maritime et le fret aérien. Si je prends Ethiopian Airlines, Air France a fait cette alliance avec une grande compagnie maritime. Ethiopian Airlines vient de faire aussi cette alliance. Et Ethiopian Airlines est allé beaucoup plus loin, puisqu'ils ont fait des alliances aussi, même avec le rail. Avec un seul billet d'Ethiopian Airlines, on peut voyager en aérien, en maritime et le rail. C'est là qu'on est compétitif. C'est là il y a une modernisation de tout le secteur en termes de compétitivité, de numérisation, d'offres de services. Voilà, exactement. Maintenant, il y a aussi, comme vous dites, numérisation, il y a aussi le développement du e-commerce aussi va favoriser de plus en plus l'aérien. Oui. Ah bon, ça peut encore ça jouer crée sur le maritime. Quand même un chiffre d'affaires nouveau pour les compagnies aériennes. Le secteur des transports maritimes a été lui aussi mis sous la loupe lors de ce Conseil des ministres. Monsieur Seriaï, aujourd'hui, il y a des mesures urgentes aujourd'hui pour la refonte du transport maritime en Algérie.
Bien sûr qu'il y a beaucoup de refontes, si vous voulez, il y a une refonte à refaire. Juste dire que le transport maritime est quand même un mode de transport qui est, j'allais dire, sinistré depuis quelques années déjà. Hein. C'est pas... Mais je pense que la décision prise par le Conseil des ministres tombe à point pour réorganiser, refondre, reprendre un peu ce secteur. Je pense que la décision d'unifier ou de réorganiser ou j'allais dire d'assembler les deux entreprises est une bonne chose en soi si elle est accompagnée de décisions importantes parallèlement. Je m'explique. Si on doit reprendre les deux CNAN, les deux sociétés, effectivement, ça peut donner une bonne issue, mais à condition de créer une nouvelle société, complètement nouvelle, par rapport aux anciennes. Au plan pratique, ce serait de réorganiser ou remettre, disons, à la holding GATMA les navires, qui elle-même peut les remettre à la nouvelle société ou les louer, les affréter ou les vendre à la nouvelle société et permettre donc à cette société de reprendre, comme on dit, son envol sur des conditions solides. Éviter donc tout ce qui s'est passé jusque-là, parce que si on reprend les deux sociétés avec le même mode de gestion, avec le même personnel, j'allais dire que dans 2 ou 3 ans, on reviendra pour pratiquement un point... Une nouvelle vision, on demande une nouvelle vision, de nouveaux objectifs. Totalement. Un nouveau mode de management. Un nouveau mode de management, un sang neuf, avec des jeunes, disons, professionnels, mais également... disons qui sont des managers, vraiment, oui. J'allais dire, qui savent manager des entreprises, parce que ce n'est pas en mettant un commandant de navire à la tête d'une entreprise de transport maritime qu'on va sauver le transport maritime. On parle de professionnalisation du secteur aujourd'hui. Professionnalisation, ça ne veut pas dire mettre... Je vous dis, le management est une chose. Maintenant, la conduite d'un navire, c'est autre chose. Oui, mettre les bonnes personnes à leur place. S'il vous plaît, je reviendrai à vous, Monsieur Seriaï. On va rester avec votre idée sur l'importance de la fusion des deux entreprises aujourd'hui. On en parlait, Monsieur Haché, il est important aujourd'hui d'affronter le marché international avec une entreprise forte. Cette fusion donc est la bienvenue, est une bonne idée. Monsieur Seriaï parle d'une nouvelle société, carrément, d'un nouveau personnel jeune, moderne, d'un nouveau mode de management. On a besoin d'un sang frais. Tout à fait. Il faut toute une stratégie globale qui va intégrer toutes les dimensions de l'entreprise. D'abord, cette décision effectivement de fusionner est très importante étant donné que ce marché est très concurrentiel. Et il est géré par des grandes multinationales. Donc, sur le plan stratégique, toutes les multinationales adoptent parfois la stratégie que ce soit de focalisation ou bien de recentrage. Cette stratégie de recentrage consiste à mieux consolider surtout un certain nombre de créneaux qu'il juge très importants pour son activité, donc filialiser davantage pour avoir une taille critique et faire face à la concurrence. Et justement, c'est dans l'optique de massification du transport et de la conteneurisation, par exemple, et ce qu'elle a dit notre ami tout à l'heure, effectivement, maintenant on est dans des démarches, c'est-à-dire multimodales. C'est-à-dire, il y a massification des flux de transport en profitant du développement de la conteneurisation, mais aussi avec des partenariats par exemple Air Cargo, des partenariats pour développer le transport aérien et avec des partenariats avec le transport
par voie ferrée, donc avec le transport, avec les trains. Et tout ça, ça crée donc une certaine mutualisation d'abord des moyens, une certaine maîtrise aussi de lignes maritimes par exemple, ou même de dessertes aériennes. Donc lorsqu'on est dans cette taille critique, lorsqu'on mutualise et lorsqu'on a un plan stratégique aussi, parce qu'il faut un plan stratégique et une rénovation aussi du modèle managérial, c'est-à-dire pour mieux viser les objectifs et introduire des indicateurs de mesure de performance dans l'entreprise. Cela veut dire que ça concerne en fait tout le secteur public marchand en Algérie, donc surtout un certain nombre d'entreprises, donc nécessite un effort un effort de changement de mode de gouvernance carrément. Surtout que cela peut rapporter énormément, c'est-à-dire que si on investit dans ce domaine-là. Justement, maintenant, pourquoi une taille critique, une grande taille d'entreprise? Parce que si on veut être compétitif sur le marché international de transport, que ce soit le maritime ou le cargo aérien, donc on doit faire l'acquisition de grands appareils et de grands navires. Par exemple, il y a un PDG du port Jinjin qui a cité un exemple. Un navire de 100 000 tonnes accosté au port de Jinjin, ça a fait gagner aux opérateurs $10 par tonne. Donc voilà la capacité. Donc pour pouvoir investir dans cette grande capacité de navire, donc il faudrait avoir quand même une fusion de filiales et avoir une entreprise qui a les moyens importants sur le plan financier, sur le plan humain, surtout humain. Donc il faut investir davantage dans les ressources humaines, le capital humain, et bien sûr développer cette massification des flux avec donc l'investissement dans la logistique, les services, l'assurance, avec l'aérienne, mais avec le chemin de fer, donc même des conventions. D'ailleurs, il y a une entreprise, c'est le 3e mondial dans le transport maritime, qui a fait une convention avec la SNCF. La Société nationale de transport ferroviaire, la SNTF, donc c'est pas la SNCF. Donc elle a fait une convention, vous voyez, parce qu'ils ont cette vision stratégique. Donc on parlera justement un peu de ce que peut apporter cette compagnie maritime 3e mondiale, mais on va revenir un peu au transport aérien. Alors on parle de plan stratégique, d'une vision claire pour le transport maritime, il en est de même pour le transport aérien. Aujourd'hui on a besoin d'une vision claire, d'un plan stratégique pour le secteur aérien. On parle de nouvelles vision, d'un nouveau modèle managérial, de faire des profits, de la performance. Quel est aujourd'hui le plan de développement sur lequel vous comptez vous appuyer? Est-ce qu'il y a un plan de développement ou est-ce qu'il est en préparation? Est-ce qu'on pense... Il est en cours d'élaboration. Il y a même des parties qui sont déjà validées et communiquées, d'autres parties qui sont toujours à l'étude. Effectivement, avec la direction générale du groupe, de notre groupe Air Algérie, ça a été coordonné tout ça. On commence premièrement par le renforcement de la flotte elle-même, y compris la flotte passager, parce que beaucoup pensent que la flotte passager, c'est le passager seulement. Mais il y a aussi du fret, par exemple, surtout par exemple cette fois, pour la première fois, avec la nouvelle acquisition qui est déjà Inch'Allah, comme il l'a annoncé M. le Président de la République, ça va être, pour les 15 aéronefs, ça va être décidé pour le prochain Conseil des ministres. Là, on va passer de 8 avions Airbus 330, qui sont des gros porteurs, à 15 avions, donc plus 7. Qui feront les deux l'avantage de ces avions, c'est que des avions qui ont un range qui peut aller jusqu'à Shanghai, qui peut aller jusqu'au Canada, au Brésil, là, ils couvrent tout le monde. Toute la planète. C'est l'avantage stratégique qu'on a. Et en même temps, ils peuvent offrir une capacité fret qui est importante quand même. C'est pas la même capacité des avions cargo, mais c'est pas un avion passager ordinaire. Alors justement, si on veut être compétitif, on a besoin aussi d'avoir une flotte dédiée spécialement au fret cargo. Aujourd'hui, on parle de tonnage, effectivement, même ça. Est-ce qu'il est prévu d'acquérir, de faire l'acquisition de nouveaux avions? Ce qui est prévu, même pour ça, ce qui a été coordonné, c'est que parce qu'on doit jumeler la rentabilité, le coût et le besoin lui-même. C'est-à-dire, pour le moment, la meilleure option. Et d'ailleurs, c'est la tendance de toutes les autres compagnies aériennes. La meilleure option
d'avoir et d'acquérir des avions cargo, c'est d'utiliser ces mêmes avions passagers pour beaucoup de considérations. Les mêmes avions passagers. Quand on prend un gros porteur, c'est-à-dire un gros porteur passager, une fois quand on voit qu'il va atteindre un petit peu un âge critique de ne pas l'utiliser souvent de passagers, on peut gagner dans un autre cycle de vie pour l'utiliser en cargo. Ce qui est le cas, par exemple, qu'on avait quelques avions de moyens porteurs. On avait des moyens porteurs Boeing 737-800. Il a été décidé de convertir un avion en tout cargo. On a deux autres avions qui sont potentiellement, qu'on peut les utiliser en cas de besoin, en cas de crise. Ils sont actuellement utilisés en passagers, comme j'ai dit, parce qu'il y a une priorité de pression sur le passage. Mais ils peuvent être utilisés par la compagnie et par la collectivité nationale en cas de besoin, ce qui a été déjà fait durant la Covid et la collectivité nationale. Ça, si j'enlève la casquette d'un dirigeant au sein de la compagnie d'Air Algérie pour parler en tant que citoyen pour le besoin de la collectivité nationale. Je rappelle quand même que depuis la crise sanitaire, je vais vous interrompre, Air Algérie Cargo a transporté quotidiennement 80 tonnes de marchandises, soit 6 à 8 vols au programme par jour. C'est quand même très peu en termes de chiffres. Si on doit se comparer à ce qui se fait à l'international, est-ce qu'on ambitionne justement d'aller plus loin? Justement, madame, ça tout dépend des capacités qui sont mises à notre place. Là, les capacités, on a essayé de tout faire parce que un basculement, il y avait un grand basculement du fret mixte, entre parenthèses, c'est les frets dissous de passagers, en fret tout cargo. Maintenant, est-ce qu'il y a un besoin d'avions cargo? Oui, il y a un besoin d'avions cargo, c'est un besoin stratégique pour le pays. Nous-mêmes, c'est-à-dire en tant que dirigeants, personnellement et en tant qu'entreprise, la filiale Air Algérie Cargo, nous étions sous pression durant la pandémie Covid. Il y avait, à l'époque, si vous vous souvenez, il y avait la crise des masques, de ramener des masques et la crise des concentrateurs d'oxygène. On a essayé de faire notre maximum. On a atteint jusqu'à pratiquement 2000 vols, ce qui est énorme par rapport à une situation bien qu'il reste trop loin de la potentialité ou des potentiels que l'Algérie elle-même peut offrir. Vous savez, la position géographique de l'Algérie entre... nous ouvre beaucoup de portes, justement, et j'espère qu'on arrivera un peu à les rentabiliser. Je reviens à vous, Monsieur Boulaili, pour la filière aérienne. L'Algérie ambitionne d'intégrer plusieurs zones commerciales, notamment africaines, la ZLECAf. Nous avons peut-être des besoins qui vont venir à l'avenir. Comment redynamiser réellement cette filiale? Bon, il n'y a pas que la filiale. Aussi, je pense que vous gérez aussi les capacités en soute. Oui, bien sûr. Oui. Donc, capacités en soute, sur le plan mondial, le fret transporté 80% par les avions qui sont aussi pour passagers. Parce que le fret, quand on utilise les avions passagers, le coût est très faible. C'est un coût marginal. Oui. Donc, maintenant, 20%, voilà, c'est très rentable. C'est très rentable. Maintenant, effectivement, il faut avoir une flotte fret si les besoins sont... Il y a aussi le besoin au niveau stratégique. C'est ça. Ça dépend de la vision. Donc, avec ces nouvelles lignes qui vont être prochainement ouvertes, en particulier les États-Unis, il y a le Canada, densifique un peu plus de lignes vers le Canada et un peu le commerce international qui va peut-être de l'Algérie qui va peut-être se dynamiser, que ce soit vers l'Afrique. Vers l'Afrique, on ne fait pas grand-chose. Aujourd'hui, vers l'Afrique, on ne fait pas grand-chose. Donc, il y a quand même un espoir. Potentiel. Voilà, il y a un potentiel aujourd'hui de marché. C'est-à-dire que tout dépendra de la stratégie que l'on doit prendre. Et la stratégie, les méthodes de gestion sur le plan commercial, sur le plan opérationnel, etc. Très bien. Alors justement, Monsieur Seriaï, le potentiel de marché existe, que ce soit pour l'aérien ou pour le maritime. Tout dépendra de la stratégie de développement. C'est bien cela? C'est exact. Tout dépend de la stratégie de développement. Par contre, je voudrais revenir quand même sur deux points. Quand on me dit transport maritime, évidemment, on doit penser port. Oui. Et je dois, malheureusement, je dois dire que nos ports également ont pris beaucoup de retard et doivent être modernisés. Et notre ami tout à l'heure, l'expert, disons, M. Achir, parlait de réception de grands navires. Je dois dire que malheureusement aujourd'hui, on ne peut pas recevoir de grands navires dans les ports algériens, notamment les porte-conteneurs. On a reçu un grand navire à Batiwa aussi. Non, c'est autre chose. C'est de cargaison homogène. Ce n'est pas des conteneurs. Donc, pour recevoir des conteneurs, il faut des ports modernisés. Il faut moderniser les ports. Il faut approfondir également il faut avoir des ports modernes. Oui. Corriger également autre chose. Je crois que M. Achir a parlé de 95% du transport maritime qui est fait par les étrangers et 5% qui est fait par
par l'armement national, à ne pas confondre avec 5% de transport aérien. D'accord. Parce que si notre transport aérien faisait 5%, c'est déjà énorme. Hein. Très bien, vous reviendrez sur ces chiffres, Monsieur Midou. Donc 5% pour le transport national et 95% des armateurs étrangers. 95% avec l'armement. Donc, voyez un peu, c'est tout ça qu'il va falloir reprendre. Par contre, moi, je reviens sur une chose, c'est le mode de gestion de nos entreprises publiques. Oui. Je crois que ce mode de gestion, il a été mis en place il y a un peu plus de 30 ans. Et évidemment, un mode de gestion ne peut pas passer, si vous voulez, autant d'années sans être revu, complètement réorganisé. Et je tiendrai, si vous voulez, uniquement pour lecture le dernier rapport de la Cour des comptes en 2022 qui parle de contribution du secteur public de moins de 4% au PIB. Alors que le secteur privé, qui a beaucoup moins de moyens, fait nettement plus. C'est vous dire que, en fait, ce n'est pas les managers, c'est pas les managers qui sont mauvais. C'est le mode de gestion qui ne convient plus à notre environnement et qu'il va falloir reprendre dans le futur pour rehausser le niveau de gestion de nos entreprises publiques. Très bien. Alors, justement, c'est ce qui a été souligné aussi par le Conseil des ministres. On parle d'urgence aujourd'hui de restructurer ce secteur, de la détérioration de ce secteur. Cela a été souligné. Pour revenir justement à ce que ça nous coûte, aujourd'hui, le fret maritime, on parle de 4 à 5 milliards de dollars. Oui, c'est ça. C'est la déclaration même des pouvoirs publics. Donc les compagnies nationales participent à 4-5% d'abord de transport maritime. Sinon, le 95% peut-être 94% est assuré par des armateurs étrangers. Ça, donc, et là, la facture en devise est très importante effectivement parce que maintenant, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes sur quand même une démarche de rationalisation des importations. Un effort a été fait donc dans la balance des opérations commerciales, mais ça reste un peu les services, donc ces services de transport. Donc l'Algérie aura tout à gagner s'il développe d'abord une activité de transport. D'abord, c'est une question de stratégie. Qui dit la question de stratégie, donc c'est une question aussi nationale. C'est pour l'économie nationale. Donc il faut s'affranchir relativement de cette dépendance vis-à-vis des armateurs étrangers, surtout pour ce qui concerne les produits stratégiques et les produits de première nécessité, comme les céréales par exemple. Donc il faudrait développer un outil national, un pavé national, que ce soit pour le maritime ou l'aérien. Maintenant, la question, effectivement, il y a une question de gouvernance, il y a une question de management. Maintenant, il y a des recommandations, justement. J'ai lu le rapport de la Cour des comptes et elle a formulé des recommandations par rapport à la refondation carrément de mode de gestion du secteur public marchand, justement en donnant surtout une certaine autonomie décisionnelle et opérationnelle. Lorsqu'il s'agit de la gestion opérationnelle de la décision du management, il faut laisser les managers décider. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'actions stratégiques, là, bien, effectivement, l'État est actionnaire, donc il a le droit de tracer la décision stratégique. Mais concernant l'autonomie stratégique, l'autonomie décisionnelle, opérationnelle, donc il faudrait quand même donner toute la latitude à ces entreprises publiques d'agir et le potentiel existe, donc nous pouvons quand même surtout développer cette question de massification des flux, de conteneurisation avec des partenariats à l'Algérie, pourquoi pas avec la Société nationale, avec l'Afrique, c'est-à-dire les parts de marché sont saisissables, ils sont à notre portée. Justement, pourquoi même le coût de l'inflation, on a l'inflation importée, et une partie aussi, il est dû à cette dépendance vis-à-vis des armateurs étrangers. On ne maîtrise pas cette logistique, parce qu'il y a toute une logistique aussi, toute une chaîne. Donc, pour pouvoir
Justement, pour pouvoir maîtriser cette chaîne logistique internationale, il faudrait des compagnies compétitives, des compagnies maritimes et aériennes compétitives, surtout maritimes, parce que l'essentiel du commerce mondial se fait par voie maritime. Donc il faut le dire. Donc là, il faudrait investir davantage sur le plan stratégique, parce qu'il y a l'économie nationale, c'est déjà l'économie nationale, c'est l'intérêt de l'économie nationale, c'est-à-dire construire un outil national. Et puis, il y a toute une chaîne logistique qu'il faut développer au niveau national. Juste pour enchaîner sur le plan national, rapidement, il nous reste très peu de temps. Justement, on parle maintenant d'une exportation de 1,5 milliard de dollars de fer et d'acier. Donc voilà, mais elle va profiter à qui? Aux armateurs étrangers. Oui, c'est ça. Donc, on parle aussi d'une grande exportation du ciment. Donc il faudrait développer l'outil national pour le commerce extérieur et puis avoir une vision, pourquoi pas, une vision de pénétration des ports à l'international. De pénétration des ports à l'international. Alors avant, justement, on n'a pas beaucoup de temps, je pense qu'on en parle pendant 2 heures. Est-ce qu'aujourd'hui, pour que nos compagnies soient plus compétitives, que nous soyons plus présents, que ce soit au niveau mondial, il ne faudrait pas aussi aller vers le privé? Oui, s'ouvrir au secteur privé. Je voudrais juste ajouter, Madame Assari, quelque chose. Parce qu'on a parlé des décisions du Conseil des ministres. Il faut dire que pour le secteur qui nous concerne, c'est-à-dire l'aérien, il y a eu quand même des décisions qui ont été prises par l'équipe gouvernementale, à savoir des mesures organisationnelles, puisqu'il y a eu désignation ce mois-ci d'un PDG de l'aéroport d'Alger. Vous savez, on parle du hub. Il faut quand même qu'il y ait des aéroports qui fonctionnent bien, etc., qui seraient capables d'accueillir aussi bien les passagers que le fret. Et il y a eu aussi la nomination du directeur général de l'Agence nationale d'aviation civile, qui a été créée il y a 2 ans et que tout le monde attendait parce que les opérateurs souffraient d'un déficit de gestion administrative au niveau du ministère. Donc pour ça. Maintenant, pour répondre à votre question, s'il vous plaît. Sur le privé ? Sur le privé, il y a eu des décisions qui ont été... vous savez, il y a quelque temps, il y a eu des accords de principe qui ont été donnés à des investisseurs potentiels, mais les textes n'étaient pas là. C'est-à-dire, en particulier, les interdits qui ont été formulés dans la loi de finances complémentaire 2009, qui ont empêché pratiquement beaucoup de secteurs de se développer. Ça a été corrigé par la loi de finances complémentaire 2022, mais il reste maintenant les textes d'application. Donc je pense qu'avec la nouvelle organisation, ça va venir. Cela pourrait évoluer. Vous vouliez intervenir, M. Midou? Non, juste... Très bien. Alors, on va revenir. Oui, juste 2 points. Je corrige. J'ai dit tout à l'heure qu'on va passer de 8 Airbus à 15. En fait, on va passer de 8 Airbus à 15 gros porteurs. On ne sait pas encore. Juste une correction. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Serrier, justement, on parlait aujourd'hui de l'organisation et de l'actualisation des textes de loi. Le transport maritime également a besoin d'une réorganisation et de l'actualisation des textes de loi encadrant ce secteur. Exact. D'abord, je voudrais tordre le cou à une idée qui fait son chemin pratiquement, et pour dire qu'on doit avoir, ou bien l'État doit avoir une flotte maritime pour assurer le contrôle de la marchandise ou alléger, disons, les coûts de transport maritime. C'est quelque part pas tout à fait vrai. Je ne prends pour exemple que des grands pays, des grandes puissances comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, n'ont pas en propriété des flottes, n'ont pas de flotte maritime en propre. Par contre, elles contrôlent parfaitement le transport maritime de leurs marchandises. Et c'est ce qu'on doit faire en Algérie. Il n'est pas question d'acheter pour acheter des bateaux, mais il faut contrôler notre transport maritime. Et pour contrôler notre transport maritime, on a toujours dit qu'il faut permettre aux opérateurs nationaux, privés et publics d'affréter des navires. Donc, quand on affrète un navire, on contrôle son point de départ, son point d'arrivée, on contrôle ce qu'il transporte, etc. Donc ça, c'est une idée qui fait beaucoup de bruit chez nous, mais en fait qui n'est pas vrai en définitive. Le deuxième point, vous avez dit qu'il fallait effectivement, il faut réorganiser la marine marchande, on peut appeler ça marine marchande, et pour ce faire, il y a effectivement des textes à revoir. Notamment, je parlais du code maritime
et dans disons, un de ses articles, et il faut revoir cet article-là pour permettre, comme je le disais, à nos opérateurs algériens de faire du transport maritime. Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, l'OAIC qui importe à peu près 10 millions de tonnes, on ne lui permet pas d'affréter ou d'acheter ses propres bateaux. C'est des choses qu'on doit à l'avenir imaginer et réfléchir sur ces pistes-là. Il y a d'autres sociétés éventuellement qui ont des grandes masses à qui on doit permettre d'avoir leur flotte ou bien d'affréter leur navire pour pouvoir contrôler le transport, contrôler les coûts et éviter justement tous les surcoûts. Il y a évidemment d'autres éléments ou d'autres textes à parfaire. C'est peut-être une autre fois, on en parlera. Oui, nous n'avons malheureusement plus beaucoup de temps. On terminera sur cette question avec vous. Il est essentiel aujourd'hui aussi de tabler sur la formation si on veut arriver à un mode managérial plus performant. Oui, je vous laisse la parole pour terminer, Monsieur Belaïli ou Monsieur Midou. Oui, effectivement. Oui, bien sûr, pour la formation, surtout je parle du secteur que je connais, bien pour la formation, aérien, nous avons même des formations obligatoires, des formations obligatoires. En plus des formations obligatoires qui sont réglementaires, on doit aussi réfléchir à fournir d'autres types de formations. Maintenant, c'est pour tout ce qui est gestion des clients, tout ce qui est gestion comportementale avec l'accueil, tout ce qui est aussi pour nous gestion du périssable, gestion du frais de valeur, gestion de tout ça. Il y a un effort à faire. De toute façon. Très bien. Monsieur Belaïli. Oui, je voulais juste ajouter pour l'aérien. Si vous voulez, le réservoir d'expertise aéronautique se trouve principalement à Air Algérie. Nous avons de très bons techniciens aéronautiques. Nous avons d'ailleurs la base de maintenance d'Air Algérie est agréée européenne. Donc ça veut dire qu'il y a un certain niveau, un niveau très élevé. Nous avons des pilotes qui sont de standard international. Maintenant, là où ça pèse, c'est la gestion générale et c'est aussi au niveau commercial. Les méthodes commerciales d'Air Algérie ont un retard de 20 ans minimum. Parce qu'on est resté sur le partage entre un pavillon étranger, un pavillon national, 50-50% au niveau de l'offre, donc on est tranquille. Maintenant, il faut aller vers la compétition, vers la concurrence, aussi bien en qualité qu'en prix. Très bien. Oui, M. Achille, très rapidement. Oui. Juste, je voudrais dire que nous avons besoin de construire des sociétés nationales ou de compagnies nationales qui vont maîtriser la chaîne logistique internationale globale, qui vont insérer même notre économie dans cette chaîne logistique de transport. Et une compagnie nationale ferait gagner à notre économie énormément. Et c'est une compagnie qui va tirer notre économie vers l'export, qui se dirige vers l'export. Juste, je termine par dire que la troisième compagnie maritime mondiale, elle a 44 ans d'existence. Elle réalise actuellement des bénéfices dépassant les bénéfices de la 5e compagnie pétrolière mondiale, qui est Total Energy. On souhaite à la CNAM de dépasser. Il faut se donner cette ambition, mais pour la CNAM, pourquoi pas, oui. Mais à l'avenir, avec un plan stratégique, avec un plan de développement, donc on peut réaliser des bonnes performances dans ce cadre. Très bien. Dernier mot très rapidement, oui, très rapidement, moi, encore une fois, c'est comme M. Serra a dit, le maritime n'est pas le bateau, c'est simplement le bateau. Aussi pour l'aérien, c'est pas simplement l'avion. Il y a d'autres intervenants qui doivent être, les efforts doivent être synchronisés entre l'avion, la compagnie, nos partenaires très liés avec nous, les régimes douaniers, les gestionnaires aéroportuaires. Il faut synchroniser tous les efforts parce qu'il n'y a pas ça. Il faut développer les plateformes logistiques. Maintenant, pour l'autre problème des avions cargo, pour notre part, on doit réfléchir. Si j'emprunte le langage militaire, tactique et stratégique, il y a des avions tactiques qui sont là, les moyens porteurs qui font ce qu'ils peuvent faire, mais il y a des avions stratégiques qu'on doit réfléchir à les acquérir. Parce que l'expérience du Covid nous a montré une faiblesse là-dessus. Oui. Merci, Monsieur Siraï. Très court, en quelques secondes pour un mot de fin. Je vous remercie d'abord de nous avoir invités à cette table ronde. Et puis, je dis qu'on est toujours là à l'écoute pour pouvoir faire avancer les choses. Effectivement, nous avons besoin de compagnies nationales, d'opérateurs nationaux
pour pouvoir nous insérer dans le transport logistique d'une manière générale au niveau international. Ça, c'est très important parce que nous ne sommes pas tout seuls, hein, nous vivons dans un environnement et nous devons trouver notre place dans cet environnement tout en contrôlant au moins les marchandises qui sont algériennes et qui viennent en Algérie. Merci. Et je vous remercie. Merci, Monsieur Sirera, et merci à tous ceux qui ont participé à ce premier plateau sur donc le transport aérien et maritime. On passe à notre second plateau avec d'autres invités que nous venons de recevoir. Bonsoir, messieurs. On va parler d'agriculture, on va parler de prix de viande. Nous accueillons sur ce plateau Monsieur Ali Zoubar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cadre au ministère de l'Agriculture. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Zoubar. C'est un plaisir de vous recevoir comme d'habitude. Nous avons également avec nous Monsieur Hassan Menouar. Bonsoir. Bonsoir. Président de l'association LML des protections des consommateurs. Alors, le prix du poulet, de la dinde est devenu inaccessible pour les petites et moyennes bourses depuis plusieurs mois déjà. Le gouvernement annonce son intention de recourir au plafonnement des prix de la viande blanche. La décision a été annoncée donc il n'y a pas très longtemps par le ministère de l'Agriculture et du Développement en avançant le souci de préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Monsieur Ali Zoubar, pouvez-vous nous en parler de ce plafonnement? Il sera effectif incessamment, c'est ce qu'on annonce. Oui, merci. Tout d'abord, avant de répondre à votre question, il faut savoir que l'activité avicole génère quand même un coût très important en matière de valeur de production, qui est d'à peu près 128 milliards de dinars. Donc, à quel point cette activité est très importante, et également beaucoup d'emplois. Bien entendu, pour revenir à votre question, évidemment, nous, c'est d'abord un secteur de production. Nous faisons tout pour que la production soit disponible au niveau des marchés. Oui. Mais là, si on voit que, bien entendu, qu'il y a un déséquilibre par rapport au prix, bien sûr, nous sollicitons avec nos collègues, notamment du commerce, pour enclencher la procédure de plafonnement qui est celle qui est prévue par la loi. Alors nous avons sollicité le ministère du Commerce, mais qui n'est pas là ce soir avec nous. À savoir l'article 6 des dispositions de la loi sur la concurrence qui permet justement de juguler les prix et de plafonner. Voilà un petit peu le... Mais ça, c'est bien... Nous, on a commencé d'abord par ouvrir le dialogue avec les professionnels. Donc nous avons tenu, faut aussi que ça puisse se faire. Hein. Donc il y a eu une entente. Il y a tenu des réunions avec les professionnels. Les filières avicoles. Et nous-mêmes, au niveau central, nous avons invité les professionnels. Donc nous sommes en train d'arbitrer, parce que ce n'est pas à l'administration de fixer le prix. C'est l'arbitre parmi les professionnels. Voilà, le marché est libre. Donc, il arbitre entre les acteurs. Donc, et d'autant plus, nous les avons accompagnés à travers la création de conseils national interprofessionnels. Et même, nous avons aidé cette profession également à s'organiser dans un cadre de comité ad hoc où l'interprofession aura désormais son mot à dire en termes d'approvisionnement du marché, que ce soit au niveau national, et même en ce qui concerne l'importation. Comme vous le savez, que cette production ou cette filière est dépendante beaucoup d'intrants à l'importation. Absolument, voilà, donc, on va revenir justement après cela. Alors les prix du poulet aujourd'hui deviennent presque inaccessibles, ou de la viande blanche en général, aux consommateurs algériens. Il était nécessaire d'agir? Oui, bien sûr, il était nécessaire d'agir, mais agir comment? Parce que nous, les consommateurs, on aspire à avoir d'abord des produits d'abord sains, et puis à la portée de tout le monde, à la portée de la moyenne des consommateurs. Maintenant, plafonner, comme on vient de l'entendre
Par le ministère de l'Agriculture. Oui, par le ministère de l'Agriculture. Nous, en tant qu'association, on ne sait pas comment que ça va se faire, parce que pour nous, il fallait d'abord peut-être maîtriser ce domaine, donc réguler ce marché, donc recenser les producteurs, les identifier, les suivre, les contrôler, avoir une maîtrise donc de ce marché, donc élaborer cette carte agricole dont qu'on demandait depuis longtemps, pour qu'on puisse mettre la main sur ces réseaux, les réseaux de production et de distribution, et à la fin arriver à avoir des prix de référence. Donc je préfère appeler ça des prix de référence. Pourquoi? Parce que moi je ne conçois pas acheter le même poulet à Alger et à Constantine et à Tlemcen au même prix. Le poulet que j'achète dans une grande ville ou dans un petit village où il est censé être plus ou moins élevé dans un cadre ou dans un milieu plus écologique, donc logiquement ce ne serait pas le même prix, donc point de vue qualité aussi. Aussi, on ne voudrait pas que ces dispositifs découragent l'investissement dans ce domaine, parce qu'il y a un manque terrible. Donc si aujourd'hui il y a une pression sur la volaille, c'est parce qu'on ne mange pas de viande rouge. Et on ne mange pas de viande rouge parce que justement il y a un déficit de production. Donc l'offre elle est à peu près à 50% par rapport à la demande réelle. C'est-à-dire si on fait un calcul de ce que devrait manger un Algérien en termes de viande rouge par rapport à un Européen ou un Américain, on est pratiquement à 50% de nos besoins. C'est ce qui fait que les Algériens vont tous vers la volaille. Chose qui nous fait peur parce que c'est pas toujours une viande qui est saine. Oui, on parlera après de l'aspect sanitaire. Oui, voilà, de la qualité sanitaire. Et en plus, c'est un domaine qui est pratiquement à plus de 50 ou 60% dans l'informel, pour ne pas dire clandestinité. Donc, que ce soit la production, l'abattage et la distribution. Voilà, donc on ne voudrait bien, que demande le peuple, on voudrait bien arriver à avoir du poulet qui ne dépasserait pas les 250-290 dinars le kilogramme pour justement être Même l'œuf, le prix de l'œuf aussi, il a augmenté considérablement. Mais je voudrais aussi, à la même occasion, faire jouer le rôle du consommateur dans ce domaine. Donc, on arrivera au consommateur. Voilà. On reste d'abord sur cette situation de hausse des prix aujourd'hui. Les prix continuent de monter devant une offre de plus en plus rare. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi notre dépendance face à l'importation, à la spéculation? Comment expliquer cette situation Oui, le volaille, on dit le volaille, c'est ça. C'est son vol. Justement. Voilà. La volaille, alors, il est lié aussi à la volatilité. Oui. Donc, on est dans les jeux de mots aujourd'hui, ok. Volaille, volatilité. Oui. Donc, il y a une volatilité importante des prix. On dirait que c'est la bourse, parfois ça monte, ça descend, etc. Donc là, la maîtrise... Mais on dépend aussi un peu de leur prix et de leur volatilité sur le marché international. Donc il est un peu question de ça. Donc cette maîtrise, on parlait tout à l'heure des chaînes... des chaînes de valeur mondiales, etc., les chaînes de transport aérien maritime. Mais là, lorsqu'on est dans l'agriculture, justement pour pouvoir mieux réguler les prix des produits agricoles, de la viande notamment, donc il faudrait justement passer par la maîtrise de la chaîne de production. Donc il y a toute une chaîne de production, donc avec une maîtrise de chaque compartiment de cette chaîne de production, avec des prix, donc des marges de chaque intrant dans cette production, et cela pourrait donner déjà, c'est-à-dire une vision sur les marges qu'on pourrait respecter par rapport aux consommateurs, c'est-à-dire pour éviter des prix spéculatifs, etc., ou bien des prix qui dépassent un peu les normes qu'on pourrait en avoir dans ce marché marché de viande. Donc il y a d'abord nécessité de commencer en amont, c'est-à-dire une maîtrise de la chaîne de production, surtout la matière première, lorsque je parle de la chaîne de production, donc l'aliment, etc. Donc il y a toute une maîtrise qu'il faudrait assurer dans cette chaîne de production. Et puis passer à la deuxième maîtrise, c'est la chaîne de distribution. Donc maîtriser la chaîne de production, maîtriser la chaîne de distribution, bien sûr, étant donné que l'État subventionne le secteur, subventionne énormément ce secteur. Donc il est dans son droit d'abord de réguler, mais aussi de veiller... 2 milliards, c'est bien cela Comment? Des subventions du secteur agricole. Le ministère de l'Agriculture, donc on peut avoir jusqu'à 2 milliards de dollars pour, bien sûr, toutes les filières de subventions sous différentes formes. Donc là,
du moment que l'État il subventionne, il met des moyens énormes, des aides énormes pour justement rendre les produits accessibles aux consommateurs algériens et pour lutter contre... Si on comprend bien ce que vous dites, hein, M. Mnoal a dit un peu la même chose, c'est aujourd'hui la nécessité de contrôler. C'est ça, hein, c'est un problème de contrôle en amont. En amont déjà, ça commence. Si on maîtrise cette chaîne de production en amont, ça va nous faciliter de maîtriser après en aval, c'est-à-dire en termes de distribution. Surtout que nous sommes à peu près à plus de 80% d'intrants importés. Donc qu'est-ce qu'on va maîtriser? Donc c'est vrai que quand les prix flambent à l'étranger, ça flambe aussi chez nous, mais aussi il y a d'autres qui en profitent, hein, parce qu'il y a l'effet de boule de neige. Donc il y a certains importateurs, il faut dire, aux importateurs, qui profitent de ces situations où il y a, à chaque fois qu'il y a une petite augmentation, ici chez nous, ça devient une grande augmentation, et puis après, on ne maîtrise plus. Donc la maîtrise des prix va commencer en amont. Donc la régulation, c'est en amont. Et si on doit plafonner, c'est aussi une étude des prix avec les opérateurs, avec les concernés, chacun à son tour. Aussi, maîtriser cette chaîne, donc qu'il n'y ait pas de disparité, qu'il n'y ait pas de déperdition dans le circuit, donc qu'il n'y ait pas beaucoup d'intermédiaires, afin d'arriver à calculer des prix justes. Pour calculer des prix justes. Alors, M. Ali Zoubar, justement, on parle de contrôle en amont. Aujourd'hui, il est nécessaire de recenser, comme l'a annoncé M. Mnoal tout à l'heure, on parle de maîtrise de la chaîne de production. Est-ce qu'on parle de cette carte également agricole? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bon, tout à l'heure, il a parlé de la volatilité des prix. Oui. Je dois préciser simplement que cette volatilité n'existe pas en termes du moins les derniers mois en ce qui concerne les intrants. Donc il y a une stabilité. C'est vrai que suite à la pandémie de Covid et même à la crise russo-ukrainienne, il y avait effectivement une volatilité, mais les derniers mois, il y a une certaine stabilité. Donc, la volatilité dont vous parlez, il est national aujourd'hui. L'aliment aujourd'hui, s'il y a des augmentations, des hausses et des baisses, c'est au niveau national. Donc c'est de la spéculation. Donc théoriquement, c'est censé contrôler les prix en aval. Oui, puisqu'on maîtrise les coûts de production. Donc simplement, il faut rappeler que la nature de ces filières, c'est très important. Parce que nous, dans notre secteur de l'agriculture, nous avons l'élément sociologique que nous rentrons, on prend en considération cet élément qui est très important. Aujourd'hui, notamment les élevages, ils sont de beaucoup plus, un grand pourcentage, il est de caractère familial. C'est ce que j'allais dire, oui. C'est des petites exploitations tout à fait familiales dont il est difficile de maîtriser. Donc il faut aller d'abord dans l'organisation de la filière. Voilà, mais beaucoup on parle plus de axé. Après, bien entendu, il y a le volet également de la formation. Parce qu'aujourd'hui, c'est des instructions même de M. le Président de la République pour moderniser les secteurs et aussi. On ne peut le moderniser qu'avec la formation. C'est-à-dire parce que l'agriculteur lui-même doit être formé pour qu'il puisse accéder à l'innovation, etc., aux produits de l'innovation. Donc ça, c'est très important. Donc après, bien entendu, vous avez parlé de la chaîne de valeur, des maillons des différents... les maillons de la chaîne des filières. Effectivement, chaque maillon a son importance. C'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, en termes de production, il faut zoomer sur la production. Après, je l'ai toujours dit, même sur ce plateau, après, c'est les autres secteurs. C'est-à-dire l'agriculture, aujourd'hui... Oui, la coordination, le ministère du Commerce, les hautes autorités de l'État, à leur tête, Monsieur le Président de la République, qui a donné instruction à beaucoup de thématiques aujourd'hui, de dossiers qui concernent l'agriculture. Il a instruit plusieurs secteurs de manière à ce qu'ils contribuent à faciliter leur traitement. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, vous parlez de transport. Le secteur de l'agriculture souffre des problèmes de transport, notamment pour ceux qui veulent exporter. On parle de transport, de stockage, de chambres frigorifiques. On parle par exemple, la logistique du sud au nord. Oui. Aujourd'hui, nous avons de la viande qu'on veut ramener du sud vers le nord, et le problème de logistique se pose.
Oui. Donc, et ça, le secteur de l'agriculture. C'est en aval. Donc le problème se pose en aval. C'est une conjugaison de tous les acteurs et il faut qu'il y ait vraiment une véritable synergie des acteurs. C'est un peu votre appel aujourd'hui, ce qu'il y ait une synergie au niveau de tous les secteurs. Ah oui, bien sûr. Sinon, on ne peut pas développer l'agriculture. Donc, on peut copier chez les pays qui ont pu développer leur agriculture. Ils l'ont fait, c'est quand ils ont pu avoir cette synergie et donner main forte au secteur de l'agriculture. Alors, on parle aussi d'un élément qui concerne le marché de l'aliment du bétail, ciblé aussi par les services du contrôle. C'est cette obligation de facturation des ventes des aliments, ce qui a provoqué une hausse des prix. Oui, c'est bien. Bon, on n'est pas, nous, en tant que secteur de l'agriculture, on n'est pas contre la facture. C'est des dispositions réglementaires. C'est juste pour facteur. Simplement, tout à l'heure, j'ai évoqué le caractère familial de l'agriculture. Je pense qu'il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Et c'est des choses dont il faut procéder progressivement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller derrière, bien sûr. Justement, c'est-à-dire il y a quand même des catégories. Il faut peut-être catégoriser chaque filière. Il faut la catégoriser. C'est-à-dire il y a des catégories au niveau, si on prend de l'agriculture. Il y a ce qu'on appelle l'échelle familiale. Il y a ce qu'on appelle l'échelle industrielle. Donc peut-être à l'échelle industrielle, on est obligé de demander à la facture tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, ça devrait être généralisé. Oui, bien sûr. Ça, c'est une obligation. Oui. Mais à l'échelle familiale, c'est autre chose. L'informel, c'est comme ça. C'est autre chose. Alors, le prix de ce produit, bien qu'il soit subventionné par l'État, il est vendu donc à des prix beaucoup plus élevés en raison aussi des pratiques frauduleuses des spéculateurs. Aujourd'hui, on en est encore là. Oui, malheureusement. C'est pour ça qu'on ne cesse pas d'appeler les pouvoirs publics justement. Un meilleur contrôle. Oui, à maîtriser. Et vous savez, c'est pas si difficile que ça pour nous, parce que nous avons quand même 58 wilayas, donc on a 58 directions d'agriculture dans les 58 wilayas. On a quand même plus de 500 inspections d'agriculture. Donc ceux-là, ces fonctionnaires doivent quand même être sur le terrain et suivre. Le suivi va commencer par ce recensement dont j'ai parlé, et puis c'est la numérisation. Donc on doit numériser tout le monde et suivre, accompagner, contrôler, former, parce que c'est aussi de la formation, pour élever le niveau. Parce que c'est vrai, disait M. Zobar, donc on doit élever le niveau de ces producteurs, déjà rien que pour subir un contrôle, oui. pour qu'ils acceptent d'être contrôlés. Et c'est avec ça qu'on va créer cette synergie aussi entre les agriculteurs et les pouvoirs publics qui régulent ce domaine. Nous ne sommes que 45 millions de consommateurs, on n'est pas trop nombreux pour un pays comme le nôtre, avec tout le potentiel qu'on a. Aussi, du moment qu'on dépend toujours de ces aliments de bétail qui nous arrivent de l'extérieur, qu'est-ce qu'on attend pour en produire chez nous et avoir cette maîtrise? Donc, assurer la sécurité alimentaire ou même parler de souveraineté alimentaire, c'est d'aller vers des projets où on aurait à produire à 100% nos produits. On a l'eau qu'il faut, donc pour ne pas la gaspiller sur autre chose. On a les territoires, on a ceux qui peuvent travailler sur ça. On a le climat qu'il faut, donc du moment qu'on a un pays continent. Donc pourquoi on dépend toujours... avec tout ça, on a un taux d'intégration très faible de la filière agricole. Très faible. Je vais vous donner un chiffre qui m'a effrayé. Donc pour l'aliment de la volaille, enfin pour la volaille, donc les intrants ils sont à 89%. Ça veut dire qu'on n'a pas encore notre sécurité alimentaire dans le poulet qu'on mange, alors qu'on en mange beaucoup. Oui. Voilà. Donc il y a aussi, bien sûr, je vais peut-être laisser à la fin pour dire que le rôle du consommateur qui en consomme beaucoup et qui fait pression sur ce marché. On reviendra sur le mode de consommation à la fin, justement. Alors aujourd'hui, on parle de ce taux d'intégration qui est très faible, on parle des infrastructures qui ne suivent pas derrière, on a parlé de la logistique aussi qui ne suit pas derrière, donc il y a un véritable travail à faire d'abord en amont pour pouvoir impacter les prix après. Justement, les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de froid aussi pour la distribution, les chaînes de stockage frigorifique, etc. Tout ça, ça aide beaucoup à maîtriser le marché, à maîtriser les prix, parce qu'effectivement, l'émiettement, que ce soit de la production ou même de la distribution, pose problème. Ça rend le contrôle très difficile et ça provoque également, bien sûr, des
pratiques frauduleuses, des spéculations, et même hors normes sanitaires, etc. Donc, il faudrait justement investir davantage dans toute l'infrastructure de distribution, surtout la grande distribution, et les chaînes de froid, surtout pour relier le sud et le nord, étant donné que au sud du pays, il y a quand même de la disponibilité en potentiel en viande. Donc, si on arrive justement à créer toute une chaîne logistique nationale reliée avec, bien sûr, des opérateurs, des professionnels d'une taille quand même importante, parce que l'émiettement, il pose toujours problème dans tous les secteurs, y compris dans le secteur de transport. Lorsqu'on a émietté un peu le transport de voyageurs, ça crée énormément de problèmes. Donc, il faut y aller. Bien entendu, il faut préserver l'agriculture familiale, même préserver l'agriculture des terroirs. Pour ce secteur-là, il est censé être justement d'une taille, quand même pas une grande taille, mais une petite taille. Par contre, pour les filières qui sont industrielles, comme la volaille, comme les viandes rouges, même maintenant l'agroalimentaire qui rentre aussi, la transformation, parce que tout ça doit être relié également à l'industrie agroalimentaire, parce que parfois il y a des surplus. Parfois, il y a des surplus, donc il faudrait quand même capitaliser les surplus et les transformer, et pourquoi pas aussi exporter. Donc, parfois, on enregistre aussi des prix très bas. Parce qu'il faut voir aussi les producteurs. Parfois, les producteurs, ils n'arrivent même pas à récupérer ce qu'on dit. Ils n'arrivent même pas à récupérer ce qu'ils ont investi pour l'élevage. C'est problème de planification. Voilà, donc, quand il n'y a pas de planification, parfois on produit beaucoup et on va vers des prix qui sont inférieurs à la norme. Et ça fait du gaspillage. Justement, si on cite par exemple la période de la Covid-19, surtout les trois premiers mois, c'est toute l'année. Surtout, ça a créé énormément de problèmes pour les éleveurs. Il y avait l'abondance de la production. Il y avait très peu de... La chaîne ne suivait pas derrière. Et voilà, donc... C'est ça. Le commerce est bloqué à cette époque-là. Oui. Et les agriculteurs ont beaucoup perdu de l'argent. Tout à fait. C'est des milliards et des milliards. C'est pour ça, aujourd'hui, quelquefois, il y a des réclamations, quand il y a un impôt, il y a une demande, etc. Il y a une pression sur eux. Ils disent quand même, on a beaucoup perdu d'argent durant la pandémie Covid-19. Aujourd'hui, il faut. Oui, mais on ne peut pas se cacher toujours cette excuse de la pandémie à toucher un peu tous les secteurs. Oui, quand on veut régulariser, il le faut. L'État a fait le nécessaire. Oui. Notamment pour. C'est ça, il a été présent. Oui, il a été présent. On a assuré d'abord au maximum l'écoulement de la marchandise. Nous avons, par exemple, procédé à la prorogation de ceux qui ont des crédits vis-à-vis de la banque. Oui, également. Nous les avons supportés. Donc, il y a beaucoup de mesures quand même qui ont été prises par le secteur pour... et c'est des mesures d'ailleurs des hautes autorités de l'État. Oui, mais je voudrais dire que le problème, il est ancien d'abord, on le vit depuis des années. C'est un secteur qui est pratiquement spéculatif. J'allais en venir même au prix de l'œuf, 25 dinars pratiquement dans certaines régions. Voilà, parfois ça descend trop, ça descend beaucoup. Et même nous, en tant qu'association des consuméristes, on se dit que quand ça descend, le producteur il va perdre. Oui. Et la campagne d'après, il va coûter plus cher. Donc quand j'ai parlé de carte agricole, c'est la planification. Oui. Donc on compte les Algériens, qu'est-ce qu'ils mangent comme viande de volaille pour le mois de janvier, pour le mois de février, pour le ramadan, pour l'été. C'est pas on très fait loin. Un calcul. Donc c'est un petit logiciel, on fait un petit calcul et on fait des prévisions, on fait de la commande. Donc quand j'ai dit accompagner les producteurs, c'est d'aller leur faire des commandes. Ici, dans cette région, on doit... selon nos besoins. Maintenant, c'est vrai que l'Algérie, elle est grande, on doit l'assumer. On a des avions, j'avais suivi tout à l'heure, on a des avions qui prennent des passagers vers Adrar, vers Tamarasset, et les soutes à bagages ne sont pas toujours pleines. Oui. Donc on peut quand même ramener des viandes, des grandes quantités de viande vers les grandes villes du Nord. Donc je crois que ce sujet pourrait être dépassé s'il y a un travail intersectoriel. Alors vous arrivez au dossier des viandes rouges. Même à ce niveau-là, je pense qu'il y a aussi l'intention du ministère d'agir s'il y a encore hausse des prix sur les viandes rouges. Vous appelez un
changement de mode de consommation carrément de nos viandes. Vous parlez de la viande cameline et qu'on pourrait également consommer. Et j'y tiens beaucoup parce que pour nous, en tant qu'association, d'après les études qu'on avait faites avec les experts, on s'est rendu compte que d'abord, on s'est rendu compte que nous, les Algériens, on ne mange pas assez de viande. Et on est très déséquilibré dans les apports protéiniques. On est à 14 kg de viande rouge par individu par an, à comparer avec les Européens qui sont à plus de 100 kg de viande. Loin. Oui, on est très loin. Très loin. Et on complète avec les viandes de volaille, pour ne pas dire blanches, pour atteindre près dans les 38 kg en totalité par an. C'est ce qui fait que nous avons un déséquilibre dans notre nutrition et beaucoup de problèmes de santé. Et pourquoi? Donc pourquoi? Parce qu'on base notre alimentation en viande sur le bovin, et sur l'ovin et sur justement la volaille. Alors qu'en Algérie, on a d'autres produits, d'autres alternatives qui sont locales, donc chez nous, qui ne coûtent pas cher à la production, qui sont bonnes pour la santé, et j'insiste sur ça, comme le chameau, donc la viande cameline, le caprin pour la chèvre, et le lapin. Le lapin, c'est un grand producteur. Donc, il faudrait qu'on sache que le lapin de bonne race peut produire autant qu'une vache. Parce qu'au bout d'une année, ça produit jusqu'à 120 kg. Nous n'en consommons pas beaucoup. C'est des habitudes de consommation. On est parti. Dans les années 70, on mangeait, moi je me souviens, on mangeait autant de lapin que de poulet, parce que c'était un peu artisanal, domestique. Mais on est parti sur Djechtri, donc voilà, et ça s'est propagé. C'est devenu un peu à la portée de tout le monde et une culture. Mais maintenant, nous, en tant qu'association, on appelle les pouvoirs publics justement à encourager, à diversifier. Aujourd'hui, parce que c'est pas le consommateur, il va en prendre. Il faudrait créer d'abord le marché. On appelle justement à ce que ces cantines scolaires, les restaurants universitaires, les restaurants collectifs, à faire de la commande de ce type de viande. Pourquoi nous n'en consommons pas aujourd'hui, Monsieur Zoubar? Pourquoi c'est pas un marché ouvert chez nous, la viande du camelin? On la trouve au sud, mais très rarement au nord. Bon, auparavant, il n'y avait pas, à vrai dire, il n'y avait pas de dispositif. Dans le passé, il n'y avait pas de dispositif de transfert de viande du sud vers le nord. Donc, vous savez, pour des raisons sanitaires, les animaux du sud ne se déplacent pas au nord pour des raisons sanitaires. Pourtant, on apporte bien de la viande. Non, je parle. Donc, auparavant, il n'y avait pas d'abattoir. Il n'y avait pas d'abattoir au niveau du sud. C'est maintenant qu'il y a des infrastructures d'abattage au niveau du sud. Donc maintenant qu'il y a des infrastructures d'abattage et même des entrepôts de stockage frigorifique, donc maintenant l'opération elle a été bien sûr entamée par le secteur. Bien sûr, nous attendons à ce que nous espérons avoir des résultats positifs. Et d'ailleurs, l'expérience de la viande cameline... Il n'y a pas de demande peut-être parce qu'il n'y a pas cette habitude. Il y a la viande cameline qui a été déjà acheminée vers le nord, qui a été consommée par les gens du nord et qui l'ont trouvée très bonne. Maintenant, il faut peut-être la vulgariser comme je le fais. C'est ça, il faudrait la faire connaître au niveau du grand public. Moi-même, je l'ai consommé et il est très bon. Donc, je l'ai consommé aussi bien au sud qu'au nord. Donc, il est très bon. Donc, c'est une initiative qu'il faut encourager et nous le faisons. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport bien sûr au transport, il faut que... C'est encore une fois une question de logistique. Elle n'est pas chère, j'insiste. Pourquoi? Parce qu'actuellement, donc avec des élevages artisanaux, elle est à 600-700 dinars le kilogramme. Donc une fois qu'on renforce, qu'on crée le marché, ça va peut-être descendre et ça va équilibrer et on pourrait peut-être espérer manger de la viande avec une diversification de 1200, 1300 dinars. Il nous reste très peu de temps, Je voudrais simplement rassurer que par rapport à la santé des... J'allais venir à l'aspect sanitaire. À l'aspect sanitaire, tout ce qui passe par l'abattoir est contrôlé. Et d'ailleurs, il y a même des institutions de l'État qui s'approvisionnent à travers ces abattoirs et qui contrôlent cette viande. Donc, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Est-ce que tous les abattoirs déjà sont contrôlés aujourd'hui? Est-ce que toute la viande que nous consommons est sous contrôle? Vous parliez tout à l'heure on parle beaucoup de l'informel aujourd'hui. On parle de traitement avec des antibiotiques pour le poulet par exemple, pour la volaille. Est-ce qu'aujourd'hui elle est contrôlée? Elle doit répondre à une certaine chaîne avant d'être mise sur le marché. Est-ce qu'aujourd'hui nous ne consommons pas de la viande qui ne devrait pas être mise sur le marché?
Bon, il y a toute la viande qui est commercialisée à travers les boucheries, etc., les centres de vente, etc., officiels. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est des produits contrôlés. Monsieur Haché, je crois que sur cette question... S'il y a fraude, il peut y avoir fraude, et Dieu sait qu'il y en a, effectivement, et des gens sont traduits devant la justice. Aujourd'hui, vous connaissez, à chaque fois, on découvre des ateliers clandestins, etc., qui sont... En fait, l'informel a touché énormément les filières agricoles, les filières d'élevage, les filières, surtout, mais non, là, il y a quand même la santé, donc même l'histoire des antibiotiques, etc. Donc le contrôle en amont par rapport à la durée donc de ces antibiotiques. Et la mise sur le marché. Oui, tout ça, les citoyens en parlent en tout cas. Donc il y a un problème un peu dans le contrôle sanitaire d'un certain nombre, bien sûr. C'est-à-dire, c'est pas systématique, on le dit, donc, mais quand vous dites tout ce qui passe par laboratoire, effectivement, il est contrôlé, le certificat sanitaire, donc il n'y a pas de souci. Par contre, il faut renforcer le contrôle quand même de cet abattage informel et même un peu renforcer aussi le contrôle en amont, c'est-à-dire par rapport à la production, à tout ce qui est utilisé comme antibiotiques, etc. Donc il y a un travail à faire en tout cas. Ça reste un souci. Donc les services vétérinaires de la wilaya, surtout, doivent intensifier leur contrôle. Vous savez, les médecins actuellement, ils disent que beaucoup de sujets résistent aux antibiotiques parce qu'on en consomme beaucoup. Voilà, j'ai entendu même une communication qui disait que l'infertilité qui commence à faire ravage en Algérie aussi est causée peut-être par les hormones et tout ce qu'on donne comme produits chimiques. Pour l'élevage. C'est vrai que il faut aussi des formations pour cela. C'est-à-dire qu'il y a des dosages. J'ai insisté tout à l'heure sur les formations des agriculteurs. Absolument. C'est une nécessité. Des produits vétérinaires. Donc, à l'importation, c'est aussi un secteur qu'il faudrait contrôler, maîtriser, numériser pour qu'il n'y ait pas de surdosage dans Absolument, c'est la question. C'est comme pour l'histoire des pesticides et de l'utilisation des pesticides sur les fruits et légumes. Alors, pour revenir juste à notre dossier, pour clore cette partie, à quand estimez-vous la possibilité de voir les prix réduits au niveau de la volaille ? On parle d'un délai très court, ce que le ministère a annoncé. Est-ce que c'est possible? Est-ce que les négociations sont toujours en cours avec les filières pour mettre en place les mécanismes nécessaires? Ils sont toujours en cours avec les professionnels, évidemment. Nous espérons trouver un terrain d'entente avec les professionnels, à qui nous avons demandé, bien sûr, la fiche des coûts. Et nous-mêmes, nous avons établi à travers notamment l'office public les coûts. Donc, après, si les professionnels n'arrivent pas à s'entendre, il y a probablement une décision solennelle. Bien sûr, c'est normal. L'État qui devra agir. Voilà, exactement. Merci messieurs d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été présents ce soir sur notre plateau, monsieur Ali Zoubar et monsieur Hassan Menouar. Merci. Alors, je vous le disais, pour ce troisième plateau, nous allons passer à l'actualité. Vous le savez, le Conseil du gouvernement s'est déplacé aujourd'hui à Tissemsilt. On va d'abord voir du côté de Tissemsilt ce que pensent les citoyens de cette initiative, la deuxième du genre, et on revient sur le plateau. Une réunion qui a pour objectif d'aborder le programme complémentaire de développement de la wilaya, à même de désenclaver la région et d'améliorer les conditions de vie de la population locale. À une quarantaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya, dans la commune de Sidi Abed, les habitants de la région n'ont pas manqué d'exprimer leur enthousiasme quant à cet événement important, dans l'espoir de voir se concrétiser le développement tant attendu de cette région reculée. Nous attendons beaucoup de cette région. J'espère que ça aidera à améliorer notre vie ici. Nous sommes très optimistes. J'espère que cette rencontre aura des retombées positives et que nous pourrons voir ces résultats prochainement dans notre commune. On tient à remercier le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour cette initiative. Nous manquons de beaucoup de choses ici. Notre wilaya a besoin d'un coup de pouce pour son développement. Il s'agit de la deuxième réunion du genre à être délocalisée hors de la capitale, un événement qui redonne de l'espoir à la population de cette wilaya à vocation agricole.
Il y a beaucoup de promesses qui ont été faites ici par le passé et qui ne se sont pas concrétisées. J'espère que cette fois-ci, il y aura un résultat. Nous sommes très enthousiastes. On remercie le président de la République. On attend cette réunion avec impatience. La société civile a du potentiel ici. On espère que cette initiative apportera un changement positif à Tissim Silt. Pour l'année 2023, plusieurs projets d'envergure sont inscrits dans le cadre du budget de l'État pour la wilaya de Tissim Silt, touchant une trentaine de secteurs et pas moins de 170 opérations liées au cadre de vie du citoyen pour une enveloppe financière qui dépasse les 52 milliards de dinars. Alors, on revient sur le plateau, on reste avec notre consultant en économie, M. Mohamed Achir, pour terminer cette partie des 90 minutes de questions d'actu. Le conseil de gouvernement qui se déplace pour la deuxième fois dans une wilaya de l'intérieur du pays, après Khenchlas et Tissim Silt aujourd'hui. C'est une nouvelle approche aujourd'hui? Tout à fait. Adoptée par l'exécutif? Oui, c'est une approche consistant à décentraliser un peu l'action du gouvernement et à se rapprocher davantage des territoires de la wilaya pour mieux cerner les besoins de cette wilaya en termes de développement. Donc effectivement, après Khenchela, donc Tissim Silt, donc là c'est pour justement mieux identifier les besoins de développement infrastructurel, mais aussi les besoins pour améliorer le bien-être des citoyens. Et cela consiste également donc à élaborer des diagnostics sur place, parce qu'il faudrait un diagnostic territorial avant de doter les opérations ou bien de budgétiser des opérations du programme. Une nouvelle approche également, cela se fait selon les besoins de la région, selon les spécificités de la région. C'est ça, c'est-à-dire cette approche-là ne consiste pas seulement à doter chaque wilaya d'un programme initial et puis suivi d'un programme complémentaire, que ce soit le sectorial ou bien les plans communaux de développement. Mais il s'agit justement d'identifier d'abord, de faire un diagnostic territorial, d'identifier les besoins en développement, éventuellement même dans les communes, comme ça a été fait pour les zones d'ombre. Ensuite, évaluer, et on a vu le dernier Conseil des ministres, donc le programme complémentaire de développement de la wilaya de Tissim Silt a été adopté. Donc maintenant, on passe carrément donc, à l'exécution des opérations. Donc il y a un certain nombre d'opérations qui ont été énumérées, notamment l'achèvement de la ligne de chemin de fer ferroviaire, infrastructure routière, pour désenclaver et pour fluidifier la circulation. Désenclaver surtout, ils permettent de s'ouvrir sur les autres. Mais il y a aussi le dédoublement de la route nationale numéro 24 reliant Tissim Silt et Ain Dfla. Donc c'est pour toujours donner plus de fluidité dans le transport et la circulation des personnes, mais aussi des marchandises. Et sachant que le transport et les infrastructures en fait routières ou de voies ferrées donc sont des catalyseurs de développement, parce que lorsqu'on facilite la mobilité, la circulation, donc on donne des avantages à la fois pour les citoyens, donc on facilite la vie des citoyens d'abord. Donc ça peut rompre l'isolement de cette région. Mais aussi on donne une certaine attractivité pour cette wilaya par rapport donc à l'implantation des entreprises. On parle même des universités aujourd'hui qui doivent jouer aussi un rôle dans le développement de cette région. Comment aujourd'hui peut-on qualifier cette approche d'aller sur le terrain, de se rapprocher des préoccupations des citoyens? On l'a vu, elle a été très bien perçue. C'est important aujourd'hui pour renouer la confiance entre l'exécutif et les citoyens de se déplacer. C'est ça, la proximité est un facteur de développement. Ça, c'est prouvé théoriquement et empiriquement dans plusieurs cas d'études. Lorsqu'il y a de la proximité, il y a du développement, il y a du diagnostic territorial. Donc, on cerne convenablement les besoins en développement et on capitalise convenablement les ressources à développer ou à capitaliser pour le développement. Donc, je crois, c'est dit même dans le Conseil des ministres qu'il faudrait prendre en considération les spécificités des communes. C'est-à-dire voir les ressources dont ils disposent, voir le potentiel dont ils disposent, les valoriser, voir les savoir-faire locaux, les systèmes
de production locale, parce qu'il y a des systèmes de production dans chaque région aussi, hein, même des savoir-faire artisanaux par exemple, dans l'agriculture. Tissim Sil par exemple, c'est une région agricole et agropastorale aussi. Donc, valoriser le potentiel en termes de ressources éventuellement minières existantes dans cette wilaya, parce que maintenant, il ne s'agit pas seulement de rattraper, de faire du rattrapage en termes de développement infrastructurel, mais aussi de créer une vie dans ces wilayas et de leur donner de la vie économique, de la dynamique économique pour créer de l'emploi. Et de respecter également, hein, vous le disiez, les spécificités de la région, puisque pour continuer dans votre idée, hein, le chef de l'État a ordonné le renforcement du programme d'aide à l'habitat rural dans cette wilaya en fonction de son caractère agricole et touristique. Donc là aussi, il faut prendre en compte cette wilaya hein, au relief montagneux pour essayer de concrétiser ces projets de développement structurant. Effectivement, donc c'est là la valorisation des ressources locales. On valorise des ressources locales, c'est ça une approche territoriale de développement. Et il est très nécessaire actuellement pour notre pays. Ça va sédentariser aussi les populations. Et voilà, fixer les populations dans les zones rurales pour développer davantage l'agriculture. Et en tout cas, elles préfèrent rester dans ces zones. Mais à condition de leur fournir un certain nombre de confort, d'infrastructures. L'eau, l'électricité, l'Internet, les routes, mais aussi créer de l'activité économique. J'ai vu dans les textes d'application de la loi 22-18 relative à l'investissement. Donc Tissim Sil quand même a été introduite dans les régimes d'avantages, mais aussi il y a 13 communes sur 22 communes qui ont été introduites dans le régime d'avantages qui rentre dans la stratégie de l'État pour rattraper le développement, ou bien ce qu'on appelle les zones qui nécessitent l'accompagnement de l'État. Donc il y a aussi un nombre de communes de Tissim Sil qui sont introduites dans le régime de potentiel de ressources à valoriser. Donc cela donnerait quand même des avantages fiscaux pour les entreprises et ça va donner aussi une certaine attractivité pour les entreprises pour pouvoir s'installer et créer de l'activité. Le développement local poussera vers la hausse la croissance économique de tous les pays. Justement, le développement local, c'est la base de la croissance économique. Hein. Donc si on crée de l'activité économique dans les communes, dans toutes les wilayas, donc c'est ça qui va créer une dynamique de croissance économique et puis la croissance qui va conduire carrément au développement. Donc la croissance fait partie du développement économique. Merci M. Haché d'avoir répondu à toutes nos questions, d'avoir été avec nous pendant ces 90 minutes de questions d'actu. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite une agréable soirée sur Canal Algérie. À mercredi prochain.